On a pu mesurer à quel point le paradigme ethnique sur lequel vous vous appuyez, Bernard Lugan, pour rendre compte des réalités africaines était tout à fait opportun pour analyser les situations. Dans le cas de l'Afrique du Sud, où se développe, semble-t-il, une urbanisation très rapide des populations, que va devenir cette dimension ethnique? Est-ce qu'elle ne va pas se dissoudre dans les immenses banlieues pauvres de Johannesburg et dans quelle mesure va-t-elle continuer à peser de manière décisive en interne sur l'évolution politique du pays? Jusqu'à présent, le phénomène ne se pose pas, comme partout ailleurs en Afrique. Regardez ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville lorsqu'il y a eu la guerre civile. Regardez ce qui s'est passé ici ou là. On nous parle d'ethnies mélangées, de nouvelles ethnies africaines, l'ethnie des urbains, mais quand les événements éclatent, bien, chacun retourne vers les siens. Un peuple, une terre, la règle universelle. Et il n'y a que les pays qui oublient le principe un peuple, une terre, qui vivent dans cet éther, dans ce coton. Mais partout où ce problème se pose, chacun retourne chez soi. Et nous voyons bien ce problème se poser en Afrique du Sud, car les grandes zones de peuplement sont des zones adossées à des bastions ethniques. Nous voyons bien que toute la région de Johannesburg est une région qui se trouve être coupée entre deux ensembles de populations, les populations Soto du Nord qui descendent vers le sud et les populations Zoulou qui franchissent le Drakensberg et qui arrivent jusqu'à Johannesburg. Et plus au sud, eh bien, nous avons les populations Xhosa qui, elles, ont tendance plutôt à descendre vers le Cap de Bonne-Espérance et vers la province du Cap. Donc les grands blocs ethniques sont là, ils ne bougent pas, ils sont présents. Et ces grands blocs ethniques sont fondamentaux. Quand Jacob Zuma a fait sa campagne électorale, lorsqu'il s'est adressé aux électeurs dans les grands townships de la région de Johannesburg, en quelle langue s'est-il adressé à eux? En zoulou. Parce que la population est zoulou, essentiellement zoulou. Zoulou, ou Ndébélé, ou apparenté aux zoulous. Zoulous, en fait, sont les Nguni du Nord. Donc plusieurs ensembles de populations qui regroupent ces divers peuples, ces diverses tribus, dont les Zoulous. Donc le phénomène, pour le moment, n'existe pas. Le postulat tiers-mondiste disant que la ville allait libérer l'Afrique de l'ethnisme est un postulat qui n'a pas été vérifié. Et je dirais même que c'est un postulat qui est assez dangereux, parce que l'on voulait transformer les Noirs africains ou les Noirs sud-africains en Noirs américains, c'est-à-dire des gens sans racines et sans véritable profondeur historique. Tandis que les Noirs sud-africains appartiennent à des peuples, des vieux peuples qui ont leur histoire, qui ont leur culture, qui ont leur civilisation. Alors cette question des identités africaines, justement, dont on voit à quel point le poids perdure, comment peut-on la poser quand il s'agit d'évoquer les éventuelles perspectives de création un jour d'un Volksstaat blanc en Afrique du Sud? C'était un projet qui a éphémère à l'époque des grandes mutations apportées par Nelson Mandela. Qu'en est-il aujourd'hui? La question est-elle toujours d'actualité? Quelles seraient les chances de la faisabilité d'une structure de ce type? Cette question n'est plus d'actualité pour une raison très simple, c'est qu'il en est du Volksstaat comme de l'autoroute. Tout le monde veut l'autoroute, mais ou bien trop près de chez soi ou pas chez soi, n'est-ce pas? Ce qui fait que les Blancs n'ont pas été capables de se mettre, les Afrikaners, car les anglophones étaient en dehors de cette logique, n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur une définition territoriale du Volksstaat. C'est pour cela qu'en 1993-1994, le général Viljoen a jeté l'éponge, puisque les partis politiques nationalistes afrikaners n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur une zone. Il n'y a aucune zone en Afrique du Sud dans laquelle les Blancs, pour le moment, se trouvent être majoritaires, et dans l'hypothèse actuelle, le Volksstaat est une vue de l'esprit. Le Volksstaat ne redeviendrait une réalité que si l'Afrique du Sud entrait dans une phase à la yougoslave, une phase ou à la libanaise, avec des événements généralisés, avec des guerres absolument terribles. Et dans ce cas-là, il est bien évident que les millions d'Afrikaners ne partiraient pas tous. Et ils feraient peut-être œuvre de résistance quelque part. Mais pour le moment, le phénomène ne se pose pas. Parce que la seule zone dans laquelle les Afrikaners pourraient créer un Volksstaat, est une zone dans laquelle les Blancs ne sont pas majoritaires, ce sont les métis du Cap qui sont majoritaires. Certes, de culture afrikaner, certes, de langue afrikaans, certes, même religion protestante, mais ce ne sont pas les Blancs.
Non, cette idée est pour le moment une vue de l'esprit, et l'est encore pour, à mon avis, plusieurs générations. Elle se reposera le jour où, véritablement, l'Afrique du Sud entrera dans la phase finale de l'explosion. Et cette phase arrivera un jour. Enfin, dernière question, et vous comprendrez que je vous la pose au vu de l'actualité. Comment interpréter la mobilisation qui s'est effectuée à l'occasion de la mort d'Eugène Terre-Blanche? Il n'y a eu aucune mobilisation. Les médias nous ont parlé, n'est-ce pas, d'un rassemblement impressionnant de l'extrême droite bourg. On a parlé de plus de 10 000 personnes. Donc il faut remettre tout cela à sa juste place. C'est un événement finalement, selon vous, qui reste relativement marginal. Un événement qui n'aura aucune conséquence, pour une raison, sauf pour quelques desperados, parfaitement infiltrés par la police et parfaitement sous contrôle, qui pourront être utilisés lorsqu'il faudra créer des problèmes de façon à faire oublier les grands manquements de l'ANC. Non, le mouvement d'Eugène Terre-Blanche n'a jamais rien représenté en Afrique du Sud. C'était un mouvement très minoritaire. Il n'a rien représenté par rapport au grand mouvement de résistance afrikaner qui était incarné par le général Viljoen. Et je dirais même qu'Eugène Terre-Blanche a très largement fait capoter le projet de création du Volksstaat tel que le général Viljoen avait voulu le créer. Et je rappellerai pour mémoire les événements du Bofuta-Tswana qui se sont déroulés dans les mois qui ont précédé les élections de 1994, quand l'AWB d'Eugène Terre-Blanche est rentré sans ordre au Bofuta-Tswana pour aider Lucas Mangopé, le président de ce Bantoustan qui refusait la réintégration dans l'Afrique du Sud. Le mouvement AWB d'Eugène Terre-Blanche est rentré alors que le général Viljoen, avec ses troupes, était en train d'aider le président Lucas Mangopé à reprendre le pouvoir. Et les hommes d'Eugène Terre-Blanche ont été pris de panique. Ils ont tiré dans la foule et ils ont réussi le coup tout à fait extraordinaire de faire passer à l'ANC l'armée du Bofuta-Tswana qui était anti-ANC. Donc, si vous voulez, c'est un résultat totalement contraire. Et c'est à la suite de cela que le général Viljoen a été obligé d'abandonner son plan de développement du Volksstaat parce que les nationalistes afrikaners avaient été largement discrédités par le mouvement d'Eugène Terre-Blanche. Eugène Terre-Blanche est apparu à chacune de ces opérations, même s'il n'avait pas du tout l'intention d'apparaître comme un provocateur. Toutes ces actions ont été utilisées comme la démonstration de la non-possibilité de négociation avec les Afrikaners. Donc il a toujours eu un résultat contraire à ce qu'il voulait. Et je crois qu'il faut bien mettre en évidence le fait que, pour certains, le romantisme qui se dégage autour de Eugène Terre-Blanche et de l'AWB est une réalité, mais c'est une réalité qui ne correspond pas à la situation politique sud-africaine. L'AWB, au maximum, a rassemblé 2000, 3000 militants. C'est un groupuscule totalement groupusculaire. La mort d'Eugène Terre-Blanche a cependant ramené sur le devant de la scène ce phénomène un petit peu inquiétant qui est celui de l'assassinat de très nombreux fermiers blancs au cours des dernières années. Comment interprétez-vous ce phénomène et quelles sont les évolutions que vous distinguez pour l'avenir sur ce terrain? Est-ce que l'Afrique du Sud va devenir un Zimbabwe bis? Eh bien, l'Afrique du Sud est en train de s'acheminer directement vers une telle évolution. Je cite dans mon livre des chiffres qui sont tout à fait étonnants. Je montre que pendant toute la révolte des Mau Mau au Kenya, il y a eu une trentaine de fermiers blancs tués. Pendant toute la guerre de Rhodésie, pendant les 15 ans de guerre de Rhodésie, il y a eu 200 fermiers blancs tués. Et pendant toute la période de la guerre révolutionnaire en Afrique du Sud, avant 1994, il y a eu 150 fermiers blancs tués. Depuis que l'ANC est au pouvoir en 1994, nous arrivons à 3000 fermiers blancs tués, c'est-à-dire beaucoup plus que pendant toutes les périodes de guerre. Il y a donc là véritablement une entreprise d'assassinat systématique des fermiers blancs, tout simplement parce que une frange de l'ANC, la frange la plus révolutionnaire de l'ANC, joue la carte de la terre. Et elle voudrait, comme au Zimbabwe, pouvoir expulser les fermiers blancs de leur territoire.
Et le meurtre d'Eugène Terre-Blanche n'est pas du tout un meurtre crapuleux, comme on l'a dit. Le meurtre d'Eugène Terre-Blanche s'inscrit dans une logique, la logique de kill a farmer, kill a boor, tuer un fermier, tuer un bourg. Et cette logique est tout à fait le pendant de la version Mugabe de la reprise de la terre pour l'Afrique du Sud. Et les grands événements sur les fermes vont se développer. Et ils vont connaître une amplification de plus en plus grande, pour une raison très simple, qui est que l'aile révolutionnaire de l'ANC ne peut pas laisser les Blancs occuper la terre. Pour les Africains, l'occupation de la terre est quelque chose qui dépasse l'intérêt matériel. Mugabe n'est pas fou. Mugabe savait très bien, en reprenant les terres des Blancs, qu'il allait ruiner son pays. Mais pour lui, dans sa logique, mieux vaut la ruine que l'humiliation. On nous présente Mugabe comme un farfelu, comme un fou. Pas du tout. C'est un homme qui a fait un calcul politique, au prix d'une ruine économique. Mais les symboles sont bien plus importants que l'intérêt économique. Vous voyez, nous sommes dans des sociétés africaines où le symbole est plus important que l'intérêt. Pour nous, Européens, qui vivons dans des sociétés marchandes, où tout se calcule en fonction des intérêts, le plus, le moins, la morale de l'utilitarisme, très, très difficile à comprendre. Mugabe a agi en vrai chef africain. Il sera celui qui a libéré la terre d'Afrique, la terre du Zimbabwe, des Blancs. En Afrique du Sud, l'aile révolutionnaire de l'ANC a le même calcul. Et comme Jacob Zuma s'entend plutôt bien avec les Afrikaners, Jacob Zuma n'est pas adversaire des Afrikaners. C'est un chef zoulou, une nation zoulou qui respecte la nation Afrikaner. Et entre les chefs de la nation zoulou et les chefs de la nation Afrikaner, l'on peut s'entendre. Mais l'aile révolutionnaire de l'ANC n'entre pas dans ce calcul. Et l'aile révolutionnaire de l'ANC voudrait appliquer le principe Mugabe à l'Afrique du Sud. Et comme le gouvernement sud-africain actuel ne va pas laisser se produire des occupations de fermes, eh bien, certains courants, certains groupes au sein de l'ANC organisent les assassinats de fermiers. Et assassinats horribles, toujours dans des conditions atroces, de façon à marquer les esprits. Et comme au même moment, l'organisation de défense rurale a été supprimée car les commandos ont été dissous, eh bien, les fermiers sont livrés un peu au bon vouloir des assassins. Le but est de vider des zones entières du maillage blanc, ce qui est en train de se produire. Et l'assassinat d'Eugène Terre-Blanche s'inscrit parfaitement dans ce phénomène. Et on a raconté que Terre-Blanche avait été assassiné par 2 de ses ouvriers pour une question de paye, etc. La manière dont Terre-Blanche a été massacrée sur son lit, le crâne défoncé, etc., comme les autres fermiers blancs qui se vont attaquer dans d'autres fermes, montre bien que nous sommes dans un cadre général de guerre révolutionnaire contre l'implantation de ces fermiers blancs. Et chaque fois qu'il va y avoir des difficultés en Afrique du Sud, et les difficultés ont augmenté, eh bien, les Blancs vont être montrés comme des boucs émissaires. C'est l'évolution normale. Les Blancs ont perdu le pouvoir politique, ils perdront les autres pouvoirs. Ils avaient la possibilité de bloquer le phénomène en 1993, quand le président de Klerk, pour la dernière fois, a organisé un référendum pour les seuls Blancs, en leur demandant un blanc-seing pour continuer les réformes. Ils avaient la possibilité de voter non, ils ont voté oui. Ils ont voté oui à 70%, eh bien aujourd'hui, les conséquences sont là. Le pouvoir politique est perdu, les autres pouvoirs politiques, les autres pouvoirs vont suivre. Les Blancs ont laissé passer leur chance historique en 1970, aujourd'hui, ils en paient les conséquences. Merci Bernard Lugan. Je renvoie nos téléspectateurs à votre ouvrage, Histoire de l'Afrique du Sud, travail monumental, comme je l'ai dit, qui est publié aux éditions Ellipse. Op 'n berg in die nag lê ons in donker en wag. In die modder en bloed lê ek koud, streepsak en reën kleef teen my. En my huis en my plaas tot kole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar daai vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.
De la rij, sal jy die boere kom lei, de la rij. Generaal, generaal, soos een man sal ons om jou val, generaal de la rij. Oor die kakies wat lag, 'n handjie van ons teen 'n hele groot macht. En die kraanse lê hier teen ons rug, hulle dink dis verby. Maar die hart van 'n boer lê dieper en wyer, hulle gaan dit nog sien. Op 'n berg kom hy aan, die leeu van die Wes-Transvaal. De la rij, sal jy die boere kom lei, de la rij. Generaal, generaal, soos een man sal ons om jou val, generaal de la rij. De la rij, sal jy die boere kom lei, de la rij. Generaal, generaal, soos een man sal ons om jou val, generaal de la rij. Want my vrou en my kind lê in 'n kamp en vergaan, en die kakies se mug loop oor 'n nasie wat weer op sal staan. Generaal, generaal, soos een man sal ons om jou val, generaal de la rij. De la rij, sal jy die boere kom lei, de la rij. Generaal, generaal, soos een man sal ons om